c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, puisqu'on l'a déjà reçue dans ce podcast. Elle nous envahit notre espace d'audition. C'est Chloé Chaperon, qui est venue il y a quelques mois, quasiment un an, pour nous parler de la question traumatique. On vous remettra le lien dans la description si vous voulez aller écouter cet épisode. Et qui aujourd'hui vient nous parler d'un autre sujet qui est en lien avec notamment la maternité. Bonjour Chloé, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que tu veux bien commencer par te représenter peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent? Oui, bien sûr. Bonjour Laura, bonjour à tous. Merci encore de me recevoir aujourd'hui, je suis ravie. Donc je m'appelle Chloé Chaperon, je suis psychologue clinicienne, je travaille à Nantes en libéral. Moi, mon dada, c'est la psychologie clinique, la psychothérapie, et puis tout particulièrement donc la question du trauma qu'on avait évoqué ensemble et le lien d'attachement. Et donc c'est pour ça que très logiquement, je m'intéresse à la maternité et aux liens d'attachement qui se tissent au moment de la grossesse, de la maternité, du postpartum, etc. Et c'est tout ça qu'on va expliquer ensemble. Exact. Je trouve que c'est vraiment, quand tu me l'as proposé, je me suis dit c'est vraiment un sujet très important puisqu'évidemment, parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a sûrement des parents, il y a peut-être des futurs parents, il y a peut-être des grossesses en cours, il y a peut-être des futurs parents pas encore en cours mais qui peut-être projettent tout ça. Et bien sûr, on va pas réduire ces questions de maternité juste aux femmes qui nous écoutent puisqu'évidemment les papas sont concernés par la question aussi. Mais c'est vrai que pour les entrepreneuses qui nous écoutent, c'est c'est toujours un bouleversement, bien entendu, de maternité. Mais notamment quand on est entrepreneuse, il y a aussi plein d'autres enjeux. Donc, je trouvais ça vraiment plus que d'utilité publique que tu puisses venir mettre un petit peu de la lumière psychologie sur ces questions-là. Du coup, on va commencer par la première. On entend beaucoup parler de ce concept de matrescence. On en a aussi parlé toutes les deux en off avant d'organiser cette interview. C'est quoi la matrescence en vrai ? C'est vrai que c'est un concept dont on parle beaucoup. Il y a un célèbre podcast en plus qui fait vraiment sur ce concept-là. Et alors, donc c'est Dana Raphael qui en a parlé pour la première fois, puis ensuite ça a été repris par le docteur Alexandra Sachs. Donc ça c'est pour les petites références. C'est l'idée de contraction entre maternité et adolescence en fait. Donc ça vient vraiment parler d'une période de chamboulement sur plein de plans, de chamboulement identitaire, de chamboulement de place finalement dans une famille. Hein. Il y a une différence de génération qui s'installe et tout le monde est un peu remanié dans sa place. Il y a des chamboulements émotionnels bien sûr, chamboulements hormonaux. Bref, c'est une période vraiment où on rebat un petit peu les cartes quand même. Alors ça commence notamment à la grossesse. On parle du mommy brain. C'est en lien avec des sécrétions hormonales, d'ocytocine, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte très rapidement que on a un espace mental qui devient un petit peu plus restreint. On a beaucoup moins de capacité à planifier, à mémoriser. On est un petit peu focalisé, un petit peu plus focalisé sur soi. Il y a quelque chose qui est un peu comme, je crois que tu en avais parlé, Laura, dans un podcast autour de l'automne. Ça m'était resté vraiment un truc où on se met un peu en soi, un peu cocoon. Il y a quelque chose comme ça. Et donc voilà, le mommy brain, c'est vraiment ça. C'est vous perdez vos clés en permanence, et puis plus rien n'a vraiment d'importance quelque part. Donc il y a une espèce de transparence psychique. En psychanalyse, on parle de ça. C'est-à-dire que au niveau émotionnel aussi, on est un petit peu plus sensible. D'un coup, on est capable de pleurer devant la pub de Bouygues Télécom. Faisons des exemples personnels, bien entendu. Ouais, j'allais dire, ça sent le vécu, cette anecdote. C'est ça. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour d'un changement, un bouleversement identitaire. Et du coup, c'est intéressant de parler de cette adolescence parce que c'est vrai que c'est là où on l'a rencontré pour la première fois, ce passage de l'âge enfant à l'âge adulte. Et là, c'est finalement déjà de l'âge adulte à l'âge maternité, je sais pas comment dire ça.
Hmm. Alors justement, tu nous expliques bien que bah en fait il y a plein de changements sur tous les plans, mais concrètement, en quoi l'accouchement après, donc là tu as parlé plutôt de la grossesse, en quoi l'accouchement et le postpartum vont changer les femmes? Alors, l'accouchement déjà, bon bah ça se prépare, il y a aussi beaucoup d'énergie. Quelque part, on est quand même un peu conditionné aussi dans notre société à en avoir un peu peur, hein, faut pas se mentir. Donc il y a beaucoup d'énergie qui est mise au service de préparer ça. Et puis bah là encore, pour que ça se passe bien, il y a vraiment besoin de rentrer aussi un peu dans sa bulle avec son couple, enfin vraiment de porter de l'attention pour soi et de se laisser envahir par cette vague d'ocytocine qui va aider vraiment le processus pour que ça se passe au mieux. Et puis ensuite, bah, le postpartum, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que il s'agit quand même de rencontrer un nouvel être qu'on connaît pas, hein, on l'a porté, il s'est passé des choses à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est encore autre chose d'aller dans une véritable rencontre. Et là, bah, toute notre énergie va être quand même au service d'apprendre à décoder ce petit être qui va, je sais pas comment dire, mais commencer à affiner une communication avec nous. Ça se passe de manière assez incroyable sans qu'on puisse vraiment mettre des mots dessus. Mais donc il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et donc on va être vraiment centré au début là-dessus, sur l'affinage de cette communication, sur ce que on a appelé la préoccupation maternelle primaire, vraiment l'idée de mon énergie est beaucoup au service de prendre soin de toi, de répondre à tes besoins et dans une perspective évolutionniste, hein, d'aider à survivre parce que tu as tellement besoin de moi que voilà, c'est vital d'être dans cette communication-là. Et puis, bah, le temps passe. J'ai envie de dire, au début, on est vraiment là-dedans, on prend ses marques, et puis avec son conjoint, pareil, on apprend aussi à prendre ses marques, on apprend à être dans cette équipe au service de ce nouveau-né, avec notre famille aussi qui vient nous rendre visite. On est maintenant devenu mère, c'est quelque chose de différent encore, on n'est plus tout à fait à la même place. Donc voilà, vraiment se rendre compte de tout ce qui est bouleversant. Et puis encore une fois, le temps passe, on prend ses repères, on s'habitue un petit peu plus, on se connaît un peu mieux, on s'est un peu plus apprivoisé. Il y a vraiment cette idée, comme dans Le Petit Prince, je trouve. On se connaît un peu mieux, on a affiné notre langage et puis bah, tranquillement, on va aussi commencer à avoir envie de se retourner vers l'extérieur, de peut-être retrouver son ancien moi, son identité d'avant. Et on va être dans une perspective, dans une perpétuelle, ambivalence, un perpétuel aller-retour entre ok, je me retrouve un peu, je prends du temps pour moi, ou je sais pas, je vais voir mes copines, et en même temps, je veux retrouver mon bébé, je vais être avec lui. Et bon, ça va se faire comme ça dans un tempo qui, là, pour le coup, appartient à chacun. Alors, ça m'évoque deux choses que tu dis. La première, c'est de rappeler à nos auditeurs et auditrices que Chloé est effectivement déjà venue sur le podcast, que j'ai aussi reçu Charlotte Larderi, qui est sage-femme, et qui a beaucoup parlé de ces questions de maternité. Je réentends les termes de transparence psychique, etc. Donc, je mettrai aussi dans la description, hein, je pense que ces deux épisodes vont être très complémentaires avec toi, ta lecture un peu plus psycho, et puis sa lecture à elle de sage-femme. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Le deuxième truc qui me vient en t'écoutant, je me dis peut-être que nos auditeurs, auditrices ressentent ça. C'est que, petit 1, je trouve qu'il y a beaucoup de peur véhiculée, comme tu l'as mentionné par exemple sur l'accouchement, mais pas que sur l'accouchement. Généralement, il y a beaucoup de peur véhiculée sur la grossesse, tu vas être fatigué, tu vas vomir, tu vas être pas bien, ça va être difficile, voilà. Bon, l'accouchement, n'en parlons pas. Et le postpartum, je crois que lui détient la palme de t'as intérêt d'avoir peur, hein, parce que tu risques au mieux un baby blues, peut-être une dépression postpartum, la psychose postpartum dans le pire des cas, et puis tu vas être fatigué, puis tu vas plus dormir, puis ça va être la merde dans ton couple, et puis tu pourras plus travailler, et puis tu t'occuperas pas du ménage, et puis ta maison sera... Faut reconnaître que faut avoir envie, hein, quand même, pour dépasser tout ça. Et je pense que les réseaux sociaux aussi en rajoutent parce que, bah, moi-même, j'ai pu observer, si tu veux, un courant, et j'entends toute son utilité d'avoir montré aussi des mères qui regrettent, des mères qui galèrent, etc. Et c'était super pour contrebalancer l'injonction à la maternité parfaite. Mais du coup, tu peux être aussi maintenant dans l'autre injonction de te dire, mais en fait, ça va juste n'être que un enfer, quoi. Ouais. Qu'est-ce que la psychologue a à répondre à ça? Ah, ça me passionne parce que c'est vraiment ma réflexion du moment.
Alors, j'ai plein de choses à dire. Je vais essayer d'organiser ma pensée du mieux que je peux. Déjà, c'est vrai ce que tu as dit dans le côté, c'était bien aussi que la parole se soulève quand même, parce que c'est vrai que la période du postpartum, c'est quand même une période particulière, quoi. On n'a jamais vécu ça, on n'a jamais été empêché de dormir comme ça, réveillé toutes les 3 heures. Enfin, je veux dire, c'est insolite, à moins vraiment d'avoir des voisins très relous, mais il faut déménager. Mais franchement, sinon, ça n'arrive jamais. Donc, c'est vrai qu'on va quand même découvrir ce que c'est que la fatigue. C'est clair et net. Ensuite, de ce que tu disais, donc dans ton couple, ça va être la merde, etc. Bah, c'est pareil. Quand t'es fatigué, c'est pas là où tu mets les formes avec ton conjoint. On va pas se mentir non plus. Mais en réalité, c'est quoi le message derrière tout ça? C'est que je pense que c'est pas une question. Il faut pas en avoir peur. Il faut juste se dire que bah, c'est peut-être mon contrôle là qui va parler, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Ça se prépare un peu. Ça se prépare un peu tout ça, parce que déjà on n'est pas identiques, on n'a pas les mêmes histoires face à la maternité. Et là, je parle même de avant d'être mère, c'est-à-dire comment ça s'est passé, notre propre arrivée au monde. Il faut quand même savoir que ça vient nous retoucher. Quelque part, on vient, voilà, je sais pas pourquoi, il y a probablement quelque chose qui se passe où on vient retoucher notre propre histoire. Donc c'est pour ça que là-dessus, on n'est pas identiques. Si on a une histoire de vie où notre propre mère a fait une dépression du postpartum, où il y a eu ça qui a été quand même compliqué, bah ça vaut le coup de l'avoir quand même dans un petit coin de ta tête et de se dire, est-ce que j'envisagerais pas quelques consultations en psycho pour anticiper cette histoire. Et en même temps, j'ai aussi envie de te dire que ça peut en effet très bien se passer. Moi, par exemple, je l'ai hyper bien vécu, le postpartum. Je trouvais que c'était une période merveilleuse et ce serait à refaire, je le refais demain. Donc, c'est aussi pouvoir se le dire, ça, d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de culpabilisation à se dire, non, mais en fait, ça peut aussi bien se passer, comme si on allait retirer quelque chose. Alors, je pense que, voilà, là, c'est la loterie, malheureusement. Il y a beaucoup de facteurs qui font que ça peut bien se passer ou mal se passer. Il s'agit de connaître un peu ces vulnérabilités, peut-être de les anticiper. Et puis, bah, quand on est face à ce qui est en train de se passer, bah, essayer au maximum de voir quelles sont les ressources qu'on peut utiliser. Si on a de la famille, si on a des proches, des copines, un réseau social bienveillant. Il y a les podcasts, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, il y a vraiment besoin de se connecter quand même à ce que d'autres personnes peuvent vivre. Ça peut vraiment nous aider. Et puis, bah, c'est vrai là aussi que on parle d'anticipation du postpartum. Il y a aussi quand même des choses très concrètes qu'on peut faire pour se rendre la tâche facile. Le conseil de mettre des petits plats dans son congélateur avant d'avoir accouché, c'est un conseil qui est génial. En réalité, on se dit bon, ok, bon, quand même, je vais réussir à trouver du temps pour faire la cuisine. Non, en fait. Pourquoi? Parce que vous avez un petit être qui veut ne dormir que sur vous au début, donc vous n'avez pas de bras, en fait, hein, en réalité. Donc c'est super d'anticiper ça et ça peut vraiment faciliter la vie. Et puis encore une fois, il s'agit de se dire que le temps passe, le petit être que vous avez, bah, il grandit quand même assez vite, et ce qui va être vrai un jour va plus être vrai le lendemain. Et ça peut être, quelque part, on peut être très nostalgique et en même temps, ça peut être aussi une très bonne nouvelle de se dire que bah, d'ici 1 mois, 2 mois, bon, bah, peut-être qu'une babysitter pourra venir pour 1 heure ou 2, que je pourrais prendre le temps d'être un peu avec mon conjoint et que du coup, ça va me faire du bien. Il faut, voilà, il faut se connaître, il faut connaître ses besoins et aussi pas culpabiliser de se dire non, mais en fait, j'en suis pas là, j'ai pas envie d'avoir la babysitter qui vient et là, j'ai vraiment juste envie d'être avec mon bébé et c'est très bien aussi. Bref, il faut vraiment s'écouter et être suffisamment solide, je dirais, et ancré pour bah, remercier la société et toutes ses injonctions et revenir à soi et à ses propres besoins. Oui, ben avant de revenir sur la question de comment préparer tout ça, j'entends effectivement souvent plus chez les femmes quand même, j'ai l'impression, mais c'est parce que j'échange aussi plus de ces sujets avec des femmes, mais ben justement la tonne d'injonctions qui pèsent et le sentiment, notamment en plus pour des femmes primantes qui ont peut-être pas encore suffisamment d'expérience forcément et qui se retrouvent assaillies de
tous les conseils contradictoires, je voulais dire trop de mots en même temps moi, avec tous les paradoxes que tu vas en faire un bébé à bras, il faut que tu le laisses pleurer, ne le laisse surtout pas pleurer parce que tu vas pourrir son lien d'attachement et il faut absolument que tu allaites et il ne faut pas que tu allaites, il faut que tu rentres travailler. Enfin, et avec des niveaux de culpabilisation énormes quoi. Donc en fait, je trouve que derrière ça, il y a il y a plein de questions. Bon, évidemment, il y a la question des injonctions sociétales. Il y a tout ce que tu as évoqué avant, c'est-à-dire d'être revenu en soi, d'être allé mettre de la lumière sur notre propre héritage, sur pourquoi telle injonction peut-être nous touche plus qu'une autre, qu'est-ce que peut-être ça peut venir éclairer dans le vécu, etc. Mais ça m'a évoqué. Et puis bon, il y a un bon paquet de sexisme aussi hein, là derrière. Mais du coup, bah, j'en viens à cette question. C'est pas dans l'ordre que j'ai prévu, mais euh, tu as dit, la parentalité, c'est un grand changement identitaire, au-delà de juste concrètement, il y a un petit être à la maison. Ça peut changer beaucoup de choses. Comment on fait pour se préparer à ces changements, pour trouver une forme en fait de confiance dans le fait que on va changer, mais on va pas non plus perdre qui on était, quoi. Exactement. Bon, moi, je crois que je vais prêcher pour ma chapelle, je suis désolée, mais je trouve que c'est la psychothérapie qu'il y a dans ça, en fait. En, en ayant ce travail de vraiment sentir un soi solide qui va pas bouger quand même. Quand on vit des tempêtes, etc., bah oui, ça nous bouscule, c'est sûr. Ça peut-être pendant quelques instants, ça remodèle un peu notre vision du monde, mais ok, après, quand c'est plus tranquille, on peut revenir à soi. Et c'est ça qui se passe là. C'est vraiment, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a quelque chose de très paradoxal en même temps, t'as changé, mais t'as pas changé. C'est sûr, t'es mère, mais en même temps, t'es toi. Les deux existent. Donc, il faut pouvoir faire confiance à ce soi, être suffisamment solide, encore une fois, avec peut-être un travail en psychothérapie, ou alors si on n'en ressent pas le besoin, c'est que peut-être c'est déjà bien installé et c'est génial. Et donc, se faire confiance sur, bah, je vais pouvoir sentir mes besoins à un instant T, dans ce chamboulement, cette espèce de tempête, ce tsunami, mais revenir quand ça sera un peu plus tranquille à qui je suis. Et puis encore une fois, dans cette tempête, bah, des fois, on va être plus tranquille, on va pouvoir s'apaiser et revenir encore une fois à qui on est. Enfin, tiens, je sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment un espèce d'aller-retour entre ce chamboulement et son soi. Il faut être solide, il faut avoir travaillé sur soi, il faut bien se connaître. Et si ça, c'est pas très clair, bah, c'est pas grave. Il y a des psychothérapies qui sont faites pour ça et pour pouvoir avoir une confiance en fait. Quand je dis ce soi solide, c'est une confiance en l'avenir et en le fait que on a des bases, on a des fondations qui sont là et qui vont pas bouger. C'est la notion de la base sécure, quoi. Exactement, Hmm. exactement. Alors, du coup, ça m'a évoqué une question. Alors, faut que j'arrive à la formuler de manière précise et peut-être ça sera difficile pour toi de faire une réponse comme ça dans la globalité parce que ça relève sûrement de l'analyse de cas individuels. Mais Mm. j'entends que pour beaucoup de femmes, en l'occurrence, bon, il y a les femmes qui disent je veux pas d'enfants, ok, d'accord. Mhm. Il y a les femmes qui disent moi je veux absolument des enfants, d'accord. Mais il y a aussi tout un tas de femmes j'ai envie de dire, au milieu de ce continuum qui disent bah je sais pas, je Mhm. sais pas, et je l'entends souvent ce truc de je crois que j'ai envie d'avoir des enfants, mais je ne sais pas dans quelle mesure moi, mon être à moi a vraiment envie de ça, ou est-ce que c'est le poids de l'injonction sociétale, des pressions normatives, etc., etc. Mm. Et où du coup, bah en fait, c'est un truc moi-même que quelque part, des fois, j'ai pu envier à des amis d'enfance pour qui la valeur de la parentalité était tellement forte qu'en fait, ça s'imposait comme une évidence de surplomber d'autres valeurs. Mais j'entends aussi beaucoup de femmes pour qui, bah, la valeur de la parentalité elle est peut-être là, mais elle est quand même très en phase avec, je sais pas moi, la valeur de la carrière, des loisirs, enfin bref, avec une autre valeur. Et du coup, bah, j'entends des fois des témoignages très intéressants sur les réseaux sociaux de jeunes mamans qui disent j'aime mon fils, ma fille de tout mon cœur, mais bah, j'aime pas mon rôle de parent. Ah oui. Et du coup, ça m'intéresse et j'aime pas mon rôle de parent parce que j'ai l'impression de ne plus avoir de temps pour moi, pour mon couple, pour mon travail, etc. Donc j'entends en fait que bah, en fait cette valeur est complètement investie et peut-être elle se fait au détriment d'autres valeurs qui sont importantes pour moi et du coup dans mon schéma de moi, bah c'est pénible, c'est Mm. désagréable, c'est inconfortable. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à nous apporter là-dessus ou Mm. Ouais.
Alors moi, j'entends plein de trucs derrière ta question passionnante et hyper complète. Déjà, ce que j'aurais envie de dire, si j'avais quelqu'un qui venait me voir en psychothérapie avec ce type de questionnement, psychothérapie ou coaching d'ailleurs, hein, c'est à peu près pareil, il y aurait vraiment l'idée déjà d'aller questionner c'est quoi la maternité, c'est quoi votre représentation de la maternité, c'est quoi, enfin voilà, c'est quoi votre mère, hein, comment c'était la maternité que vous avez observée finalement de plus près. Déjà, on commence à avoir des informations, mine de rien, sur les injonctions aussi qu'on commence à pouvoir formuler. Et puis, dans un second temps, c'est aussi ça, c'est de pouvoir se dire, OK, c'est quoi justement ces injonctions-là que vous avez repérées? Et après, de pouvoir faire peut-être la somme de tout ça et trouver le compromis. Et vous, c'est quoi la personne que vous avez envie d'être dans tout ça? Et je reviendrai sur ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est quoi votre vous profond? C'est quoi que c'est quoi la manière que vous avez envie d'être mère ou d'être pas mère? C'est quoi la manière que vous avez envie d'être femme? Parce qu'il y a aussi cette idée-là. Est-ce qu'on est vraiment femme si on est mère? Bah, bien sûr, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? On voit bien, hein, tout ça, c'est un chemin. On peut pas répondre d'une manière, trop globale parce qu'en fait, il va y avoir 12 milliards d'histoires différentes derrière tout ça. Mais, en fait, ça demande d'aller vraiment se rencontrer. D'aller vraiment rencontrer qui on est, quelle est son histoire, et comment cette histoire s'est inscrite dans une société. Et finalement, quand je fais la somme de tout ça, bah, qu'est-ce qui reste? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je fais une petite parenthèse parce que tu dis au début de ta réponse, en psychothérapie ou en coaching, c'est à peu près pareil. J'imagine là que nos auditeurs, auditrices, peut-être se disent, ah, alors du coup, si moi je me sens concernée, que je me dis que j'ai besoin de me faire accompagner, est-ce que je dois faire une psychothérapie ou est-ce que je dois faire un coaching? Qu'est-ce que tu entendais dans cette idée de c'est à peu près pareil? Je pense qu'il y a des coachings qui peuvent cibler là-dessus. J'avoue que c'est par exemple quelque chose auquel je réfléchis là, d'être sur quelque chose d'un accompagnement très ciblé, peut-être, avec des propositions un petit peu plus standardisées. Alors que la psychothérapie, j'entends quelque chose peut-être d'un petit peu plus large, où on va peut-être être dans une réflexion plus holistique, je sais pas comment dire, plus globale et investiguer peut-être plus profondément encore. Hmm. Voilà, ce serait un peu ça la distinction que j'aurais. Peut-être que le coaching, on serait davantage sur un objectif précis, ce qui peut être super intéressant si on a cet objectif-là en tête. Et puis la psychothérapie, je verrais plus un voyage. Ouais, une investigation plus globale. Ouais. Hmm. Alors, j'en reviens à la question que je m'étais notée et que je t'ai pas encore posée, c'est que on est toujours un peu dans cette logique de culpabilisation, de culpabilité, etc., qu'on retrouve beaucoup chez je trouve sur la question de la maternité pour beaucoup de femmes, avant des grossesses culpabilisées de celles qui disent qu'elles n'en veulent pas, comme tu viens de le dire, celles qui sont mamans et qui ont peut-être cette injonction que je peux pas être femme et maman, mais je vois que celles qui ne sont pas mamans ont aussi l'injonction de être femme, c'est être mère. Donc, je crois, bon, je vais pas me relancer sur mes questions patriarcales parce que je crois qu'on peut pas gagner dans ces injonctions-là, sauf si on en sort bien sûr. Donc j'ai plusieurs entrepreneuses avec lesquelles j'ai échangé qui vivent cette sensation. Alors, ça peut être jusqu'à la culpabilité. Des fois, c'est peut-être pas de la culpabilité, c'est une tension, c'est un tiraillement, c'est une frustration, mais avec l'envie de reprendre leur activité et à la fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette espèce d'aller-retour, l'envie de reprendre mon activité et l'envie d'être avec bébé. D'une manière générale, comment on peut trouver petit à petit, justement, un nouvel équilibre de vie avec de nouvelles priorités, de nouveaux besoins, peut-être des valeurs qui ont bougé. Donc on a compris, il y a toute l'importance du travail thérapeutique, que vous passiez par la psychothérapie, du coaching, peu importe, mais du travail sur soi. Quoi d'autre? Ok, là très concrètement, là aussi ça va aussi dépendre des moyens de chacun, j'aurais envie de dire, mais c'est si on ressent le besoin d'aller un peu retrouver son ancien moi, etc. Moi je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important. Donc j'aurais plutôt envie d'encourager ça, mais de réfléchir à comment le faire en toute sécurité. C'est une sortie de zone de confort quelque part, et quand on sort de sa zone de confort, l'idée c'est de pouvoir le faire vraiment avec une grande bienveillance. Alors moi je vais vous parler d'un exemple personnel. Moi j'ai eu vraiment envie de retrouver mon ancien moi assez rapidement.
Donc, vous me voyez toujours avec 1000 copines, avec mon bébé en écharpe. Enfin, voilà, c'était n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Non, c'était ce qui était bon pour moi. Et pour d'autres copines, bah, c'était n'importe quoi. Mais je comprends, hein. Chacun fait ce qui est bon. Et en termes de reprise de boulot, bah, du coup, c'était pareil. Je prenais mon bébé avec moi le matin et je l'emmenais. Alors là, c'est là où je dis chacun a ce dont il a sous la main. Voilà. Mon père était un peu dispo. Et donc, bah, j'étais en visio avec mes patients pendant 2-3 heures pendant que grand-père était avec mon bébé. C'est un exemple concret. Vous voyez, c'était pas idéal, hein. J'entendais quand même un peu pleurer de temps en temps, donc ça m'arrivait d'aller dire, oh là là, je vais juste Qu'est-ce qui regarder fait 2 papy? secondes. C'est ça. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et puis, bah, encore une fois, le temps passe. Et du coup, après, c'est un petit peu plus possible de faire confiance à d'autres personnes de la famille. Là, j'en étais là, vous voyez, à 2 mois et demi, le bébé, il est quand même petit. Donc, moi, je ressentais pas la possibilité de le faire garder par quelqu'un d'autre que quelqu'un qui était très, très proche de moi. Et ensuite, bah, vers ces 4-5 mois-là, c'était beaucoup plus possible. Et du coup, j'ai fait comme ça. Donc, faudrait essayer de voir s'il y a moyen d'adoucir ce postpartum comme ça. Et c'est vrai que d'utiliser, c'est très à la mode, là, on parle beaucoup du village, mais bon, bah, c'est quand même chouette d'utiliser les personnes ressources qu'on a autour de nous, qui vont pouvoir en plus créer des super liens avec notre bébé. Et comme ça, ben oui, on prend 2-3 heures pour soi. Moi, c'est vrai que j'ai découvert, je crois que je t'en parlais l'autre jour, Laura, au téléphone, j'ai découvert ce que c'est de se dire, en fait, je vais au boulot pour prendre un peu soin de moi, là, pour me retrouver. J'ai l'impression d'aller faire de la danse ou un loisir. C'est un truc que je n'avais jamais connecté finalement auparavant. Mais là, il y avait vraiment quelque chose de comme ça. Et en plus, avec la douceur de se dire, bon, ben, mon bébé est dans de bonnes mains, il y a un lien qui est en train de se créer. Donc, c'était ce qui était juste pour moi. Mais encore une fois, il faut faire avec ce qui est disponible pour vous. Si c'est OK de confier bébé à une nounou à 2 mois et demi parce voilà, on le sent et tout, bah, c'est génial, faut le faire aussi. Et puis, bah, si on se dit, là, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de créer ce lien et de prendre le temps, on peut aussi le faire. En fait, il n'y a pas de règle. C'est chacun fait comme il le sent. Et faut pas oublier quand même que l'idée, c'est que pour que bébé aille bien, il faut aller bien. Alors, ça fait encore une injonction. Je suis désolée, j'ai dit un il faut. Bon, j'ai essayé de reformuler. Euh, pour que bébé aille au mieux, il est important de prendre soin de soi. Voilà, d'être attentif à ses besoins. Et donc, le travail peut faire partie de ça. En fait, j'entends beaucoup un axe qu'on n'a pas encore exploré. Ça pourrait être intéressant d'y mettre de la lumière. J'en ai beaucoup parlé avec Charlotte Larderi, sage-femme, dans l'épisode dont je vous parlais plus tôt. C'est la question finalement de la confiance et de l'intuition. On a plutôt parlé de la confiance au sens psychothérapeutique, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a cette notion aussi de l'intuition dont Charlotte nous a beaucoup expliqué, et aussi toute l'importance que ça aura au moment de l'accouchement, justement. Bon, là, on était un peu plus du coup sur la question du postpartum, mais comment est-ce que toi tu peux nous l'éclairer aussi sous l'angle de la psycho, surtout pour plein de femmes, comme on a déjà dit, qui ont peut-être beaucoup d'injonctions, qui ont peut-être du mal justement à revenir à elles, à s'écouter en disant moi j'ai l'impression que c'est ça qui est juste pour mon enfant, mais en même temps j'ai peur de faire une bêtise, j'ai peur de me tromper, mon médecin m'a dit que, la sage-femme elle a dit autre chose, Instagram ça dit encore autre chose, qu'est-ce que je fais là au milieu? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire peut-être pour celles qui nous écoutent sur revenir à se faire confiance hein, à cette action? Alors, moi, j'ai quelque chose qui m'a marqué, que j'ai entendu de ma propre thérapeute, qui m'a dit elle avait travaillé en maternité et que donc il y avait un grand professeur, tu vois, le professeur émérite, tout le monde l'adulte, etc. Et qui disait, on lui demandait toujours, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, etc. Et il demandait toujours, mais que dit la mère? Et je trouvais ça très joli. Et vraiment l'idée, la mère, elle sait. La mère, elle sait mieux que toi, professeur émérite, en C'est fait. clair. Parce que la mère, elle est connectée à son bébé, elle ressent, elle a dans son corps des choses que peut-être tu peux même pas mettre des mots, mais en fait, au fond de toi, tu sais. Et c'est de pouvoir faire confiance à ça. Faire confiance à son corps, faire confiance à ses ressentis, à ses émotions. Et c'est vrai que ça va demander une bonne base de sécurité. Et
c'est là où on retourne notre histoire de travail thérapeutique, c'est fou quand même. Mais bon, euh, en tout cas, travail thérapeutique ou peut-être de travail sur le corps aussi. Donc, voilà, prendre conscience que on a cette espèce de trésor au fond de nous qui fait que on sait. Hmm. Ça m'évoque vraiment, on en avait déjà parlé avec Charlotte, mais du coup, t'en parlais aussi dans la notion du village et de ce proverbe magnifique qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Dans cette logique, donc voilà, de la mère avec l'enfant, du conjoint, du deuxième parent qui vient couver entre guillemets cette première diade, et puis effectivement la famille, etc. Et les professionnels de l'accompagnement au sens large qui vont entourer ce couple ou la maman, si on est dans le cas d'une maman célibataire. Donc ça m'évoque vraiment ça en fait finalement sur l'importance de choisir les praticiens et justement d'avoir des praticiens comme tu parlais de ce chef de service, euh, maïoticienne, psychologue, énergéticien, ostéopathe, que sais-je, qui vous suivent là-dedans. Et Charlotte, je m'embrouille, Charlotte Chloé. Charlotte, elle en parlait bien dans l'épisode en disant si en fait vous n'avez pas une bonne expérience avec le professionnel que vous avez choisi, que vous vous sentez pas écouté, que pareil, l'intuition elle dit ouais, il y a un truc qui va pas, c'est probablement parce qu'il y a un truc qui va pas et il faut s'autoriser aussi à changer de praticien quoi. Mais totalement, totalement, totalement. Je trouve que c'est super joli la manière dont tu as expliqué. On voit bien que il y a quand même quelque chose de très, il y a une société quoi quelque part qui se construit autour et tout à fait. Il y a l'idée qu'il faut que cette société soit vraiment une espèce de bulle de douceur, de bienveillance. Et je suis complètement d'accord. S'il y a au moindre, je sais pas, la moindre sensation d'inconfort. Il faut pas hésiter à changer. Moi, je vais vous parler là encore. J'ai besoin de parler de cet exemple personnel pour que toutes les femmes qui vivent ça ne le vivent pas. J'ai fait de l'aptonomie personnellement. Donc l'aptonomie, c'est vraiment l'idée de se connecter avec le bébé et du coup le papa ou le coparent vient vraiment toucher le ventre et entrer en profonde connexion avec le bébé et c'est vraiment très très chouette à faire. Et j'étais tombée sur une femme donc thérapeute qui m'avait dit mais je vous vois beaucoup trop toucher votre ventre là voilà bah c'est foutu en fait hein, je suis désolée de vous le dire mais ça y est vous allez rendre votre bébé complètement dépendant et bon on va essayer de rattraper ça comme on peut mais bon c'est un peu foutu quoi. Mon Dieu! Et du coup, j'avais été incapable au début de cette histoire-là de critiquer ce truc-là. Je l'avais ressenti très violemment, bien sûr, mais en me disant, bah en fait, elle est professionnelle, elle doit savoir mieux que moi. Un truc très infantilisant en plus de, bah ouais, elle en voit tout le temps, donc merde, j'ai fait une sacrée connerie. Et puis mon conjoint m'avait regardé et puis m'a dit à la fin, non mais en fait, elle est complètement tarée et on n'y met plus jamais les pieds, quoi. Et puis ça m'avait fait un bien fou quand il m'a dit ça, en me disant, mais en fait, t'as raison, Mm. j'avais pas réussi à le mentaliser. Mais c'est voilà, ce genre d'expérience-là, typiquement, quand il y a quelqu'un qui va pas dans le sens de ce qu'on est en train de dire là, de t'emmener vers ta confiance en toi et dans ce que tu sais mieux, donc fais-toi confiance et je t'aide à te faire confiance, en fait, c'est drapeau rouge. Mm. Moi, ce que je trouve incroyable dans ton anecdote, enfin tristement incroyable si je peux dire ça Mm. comme ça, parce que je suis évidemment choquée de la réponse de la praticienne, et à la fois tristement pas très étonnée, mais surtout ce que je trouve incroyable, c'est que tu vois le pouvoir d'infantilisation d'un professionnel de l'accompagnement qui use d'un argument d'autorité, alors que peut-être elle en faisait même pas des tonnes son argument d'autorité, mais parce qu'elle a le statut, parce que t'es quand même une psychologue largement spécialisée des questions de l'attachement, donc pourtant tu pourrais avoir toute ta solidité C'est ça. des C'est connaissances et pour de ça que je vous le l'expérience. transmets. Mm. C'est qu'on est vulnérable. On est Mm. vulnérable. Et exactement, c'est ce que tu es en train de dire là. C'est que, en plus, en théorie de l'attachement, on le sait, il y a quand même, donc quand tu es vulnérable, tu es stressé, ton système de stress est très activé, et donc, ton système d'attachement est activé aussi. Et donc, bah, tu fais confiance, en fait, naturellement. Donc, il y a cette histoire de bah, cette praticienne-là, elle sait mieux que moi, je fais confiance et je m'accroche à elle. Mais en réalité, c'était pas une bonne bouée. Oui, semble-t-il. Comme dirait Moni El-Kaïm, c'était un tuyau crevé, quoi. C'est ça. El-Kaïm, toujours une valeur sûre pour les métaphores. Alors, avant qu'on conclue, j'aimerais bien, si tu es d'accord, nous toucher du coup deux mots sur la question de l'attachement. T'en as quand même parlé dans la question traumatique, mais
tout ça a des liens parfois en commun. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur l'évolution de ces liens d'attachement, alors côté bébé certes, mais peut-être aussi du côté de la maman, comment ça évolue ce système d'attachement avec la grossesse, postpartum, etc. Pour bien comprendre ta question, tu vas me dire si je réponds bien, sinon tu me reformules. En ce qui concerne le bébé, donc l'idée, c'est que donc le bébé arrive au monde complètement dépendant. C'est un des seuls mammifères qui va rester d'ailleurs aussi longtemps dépendant. Donc il a besoin de sa mère, de son père, pour réussir à décoder ce qu'on disait tout à l'heure, ses expressions faciales, ses besoins, ses émotions, pour en faire une réponse suffisamment ajustée. Et donc ça va être une espèce de danse. On parle d'accordage. Il y a un accordage qui va se faire. Et puis on a un peu tendance aussi à se mettre la pression. Et on va se dire, oh là là, mais il faut que je le rende suffisamment sécure et que je sois parfaitement connectée et accordée à ses besoins. En fait, les études sont quand même assez rassurantes et montrent que, je sais plus, je crois que c'est autour de 50%. Donc, 50% d'accordage, ça nous laisse une des erreurs. Ouais, moi, Parce les que c'est études ça. qui sont rapportées par Guéguenet, qui est assez connu sur la question, c'était 50 à 75% C'est d'attachement. ça, hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc, bon, voilà, on se calme. Retour au calme, tranquille. Déjà, voilà, mettre son propre masque à oxygène avant de mettre celui sur l'enfant. C'est vraiment la métaphore qui est utilisée, hein. C'est l'idée d'être suffisamment calme à l'intérieur de soi pour réussir ensuite à prendre soin. Et c'est pour ça que je te disais, je vais peut-être, tu vas me dire si je réponds, mais en termes d'attachement, on parle de caregiving quand nous, on va être en train de prendre soin de notre bébé. Donc ça active notre propre système d'attachement de ce qu'on a reçu, mais on va être dans quelque chose de donner du soin à notre bébé. On va, voilà. Donc c'est en ça que c'est un petit peu différent. Notre bébé lui s'attache à nous. Et nous, on va être sur un mode de je te donne du soin, je réponds à tes besoins. Et c'est important de faire cette distinction parce que s'il y a un renversement un peu de situation, ben là, ça devient un peu plus compliqué. Quelque part, d'utiliser son bébé pour prendre soin de soi, ben, c'est un peu bof. L'idée, c'est de pouvoir aller chercher des ressources ailleurs, auprès de son conjoint, auprès du sport, auprès du travail, enfin tout ce qu'on a auprès de ses amis, auprès de son village, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pour pouvoir revenir à un état suffisamment apaisé pour prendre soin de son bébé. Et donc c'est dans cette danse de tu t'attaches et puis moi je prends soin de toi que va se faire cet accordage et du coup ce lien de sécurité. Et donc le lien, l'attachement, donc on parle d'un attachement sécure quand ça se passe plutôt bien, quand on répond, on l'a dit, voilà, à peu près à 50% aux besoins du bébé. Il y a quelque chose de très corporel, hein, donc des bébés qu'on va pas mal prendre dans les bras, réconforter. Là, vraiment, il y a un consensus qui est sur le fait de laisser pleurer. Bon, bah ça, c'est pas possible. Ne pas laisser un bébé dans sa détresse. On va vraiment toujours répondre à ses pleurs. Et puis c'est ce qui va permettre ce lien ce lien de sécurité. Mais j'insisterai aussi vraiment, et c'était ce que je disais au tout début de la question, sur l'importance de prendre soin de soi. Quelque part, notre capacité à nous réguler, à réguler nos émotions, va être extrêmement précieux pour créer ce lien de sécurité. Donc voilà, il ne s'agit pas forcément toujours de se mettre une pression immense sur oh là là, est-ce que j'ai bien répondu, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça. C'est bon, mais déjà, est-ce que je vais bien? Et si ça va pas trop, bon bah ça vaut le coup d'aller faire ce qu'il faut pour soi, puis pour son bébé, et puis pour son couple, et puis voilà, pour tout le monde en fait, tout le monde en ressort gagnant. J'ai une dernière question à te poser. Petite précision avant que du coup on n'a pas détaillé, on n'a pas approfondi dans cet épisode justement la question de laisser pleurer les enfants et de justement ne pas les laisser pleurer, de sortir de ces vieux schémas éducatifs là des des années 70-80, parce qu'on en a déjà pas mal parlé avec Charlotte justement dans l'épisode avec cette consoeur sage-femme, donc je vous invite à aller écouter cet épisode si vous voulez creuser ça. Moi, je voulais t'amener un dernier truc. Alors, c'est une question de traquenard, hein, je te préviens. Oh là là. En fait, c'est plus un partage de réflexion, puis tu me diras si tu partages cette idée-là. Ces derniers mois, notamment dernières années, j'ai pu
à mon avis, observé beaucoup chez des copines, des collègues, etc., réseaux sociaux, machin, de jeunes femmes qui s'interrogeaient donc sur est-ce que je veux des enfants, est-ce que j'en veux pas, oui, quand, comment, pourquoi, etc. Ok. Mais par contre, moi, il y a un truc qui m'a vachement interpellée ces derniers temps, j'en parlais la dernière fois avec des amis, c'est le côté, je trouve, je sais pas, mais tout du moins très intellectualisé de la parentalité aujourd'hui. Alors, outre, c'est pour ça que je dis traquenard, c'est outre les questionnements idéologiques et politiques qui peuvent aller derrière, de par exemple, est-ce qu'on décide de faire des enfants dans ce monde, des questions écologiques, etc. Où ça, bah, évidemment, c'est propre à chacun et c'est la vie de chacun. Mais je trouvais que derrière ça, même s'il n'y a pas forcément une réflexion politique derrière, hein, mais souvent, ces maternités, enfin ces parentalités, elles sont, je trouve, ultra intellectualisées. Tout est réfléchi, tout est anticipé, tout est organisé, tout est pensé. On a discuté 25 000 fois avec le conjoint, avec les parents, avec les amis. On a lu tous les bouquins, on a écouté tous les podcasts. Alors, encore une fois, d'un côté, c'est bien. Peut-être là où avant on avait plein de parentalités qui étaient peut-être pas assez réfléchies, peut-être. Mais des fois, ça m'interroge un petit peu. Tu vois, je me dis, mais est-ce que la question de la parentalité, elle doit forcément se mettre dans une logique de pensée utilitariste au sens philosophique de la chose, ou est-ce que, bah, il y a pas une part aussi de la réponse qui vient du corps? Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est mon cheval de bataille, je pense, en fait, du moment. Euh, voilà, moi, mon désir profond, ce serait plutôt que les mères, elles reviennent à elles et à leur corps, et les pères aussi, hein, d'ailleurs. Pas pourquoi je dis que les mères, mais les pères, à leur intuition, à leur confiance en elles. Il faut quand même se dire que on va lire des tas de trucs qu'on va pas appliquer parce que bah c'est pas comme ça qu'on a envie de faire, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, donc vous savez mieux que n'importe quel bouquin. Je pense que les bouquins, c'est ou les podcasts, etc. C'est surtout des appuis, c'est des, je sais pas comment te dire, c'est des témoignages qui vont faire que tu vas te reconnaître. Et ça va être super agréable. Mais dès qu'on rentre dans quelque chose d'une injonction, etc., ben, il faut fuir parce que c'est hyper important de faire comme on le ressent. Et puis, la question de la maternité, de la parentalité, je crois que c'est quelque chose qu'on peut pas tellement réfléchir. C'est vrai que si on se pose là 2 minutes sur ce que tu es en train de dire, sur le contexte, sur le monde, l'environnement, etc., bah, déjà, ça va être très angoissant. Moi, dans mon corps, là, je ressens, tu vois, l'anxiété qui monte. Et puis, du coup, on va commencer à réfléchir en termes de est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants? Est-ce qu'on a envie de... Bon, et moi, j'avoue que c'est des questions que j'ai pas envie, là, de commencer à me poser et que j'ai envie de revenir à ce que je ressens et à l'intuition et à ce que je semble être bon pour moi. C'est-à-dire, bah, là, ce qui est important, c'est d'élever ma fille dans ce contexte-là. C'était pas une réflexion corticale de dire je veux un enfant, c'était vraiment quelque chose qui vient du plus profond de l'être. Et donc, si on a trop besoin peut-être d'informations, de réfléchir, de philosopher, bah, peut-être faut se poser quelques questions sur ce que ça veut dire de soi, de son histoire, de sa part d'insécurité. J'aurais vraiment envie de dire ça. Je dis pas que ma réponse est forcément la bonne et qu'il faut faire abstraction du contexte, mais j'avais entendu ça un jour et c'est totalement critiquable et bon, on peut philosopher là-dessus pendant des heures, mais j'avais entendu on est des mammifères et donc quelque part il y a une partie de nous qui est un peu faite pour se reproduire et pour bah, perpétuer l'espèce. Je pense que cette piste-là, elle est intéressante, elle est critiquable encore une fois, mais que bah, on peut aussi écouter cette partie instinctive qui est peut-être là quand même. Cette partie, je crois quand Jung parle, Jung avec un J, j'ai jamais trop bien compris, mais ce que je crois avoir compris, c'est d'archétype. Oh, on n'a jamais rien compris à nos collègues psychanalystes, Ah mais ouais, on bon, est d'accord. on les aime bien quand même. Je crois que c'est ça, en tout cas, un archétype, quelque chose qui est là, qu'on se trimballe tous parce que ça fait partie de l'évolution et que c'est là dans notre corps. Mm. Moi, c'est ça que j'aurais envie de dire. Alors, avant de savoir ce que tu peux faire pour les éventuels auditeurs, auditrices intéressés. Dernière question, ça fait 3 fois que je dis dernière question. Mais je me suis souvenu que j'avais demandé ça à Charlotte et je me suis dit que c'était intéressant du coup de te la poser à toi aussi. Est-ce que tu aurais un conseil pour les mamans et un conseil pour le coparent? Ah ouais, j'adore cette question. Alors, oh là là, un conseil, c'est dur. Ah, tu peux faire deux si tu Ok, bon.
parce que les petits plats dans le congélateur, on l'a dit quand même, c'est très Ouais. basique, mais c'est vraiment une bonne idée. Un conseil, ça va reprendre ce qu'on s'est dit, mais prenez vraiment soin de vous, mais dans un sens mais très profond. Prenez soin de qui vous entoure, prenez le temps de sentir. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que voir cette personne-là à ce moment-là, ça va être bon pour moi et bon pour ma bulle qui m'entoure, ou est-ce que je le sens pas trop et dans ces cas-là, faut pas y aller. Prenez soin de vous, de vos intuitions, de votre corps, de vos émotions, de cette part-là qui sait, et laissez-la être là. Pour le coparent, on n'en a pas trop parlé. Je trouve que c'est quand même intéressant de se rappeler que leur place, elle n'est pas simple. Parce que ça fait quand même pas si longtemps qu'ils sont invités à la fête. Donc, ils sont un peu là, je suis utile, je suis pas utile. Donc, si en fait, les coparents, vous êtes super utiles, votre place, elle est essentielle et on le dit peut-être pas assez quand même. Donc, vous allez être utile en quoi? Déjà, vous allez favoriser la production d'ocytocine, donc vous allez aider à ce que l'accouchement se passe bien. Donc, le fait que vous soyez là et présent, même si vous faites rien en fait, même si vous n'êtes pas en train de vous étirer dans tous les sens ou je ne sais quoi, mais juste être là, c'est quand même pas tous les jours que ça nous arrive de se dire ça. Juste votre présence fait que ça va aller bien. Bon, donc profitons-en. Et donc, encore une fois, vous êtes essentiel et puis ensuite, vous allez pouvoir prendre soin de votre bébé, de le rencontrer. Alors, c'est sûr, hein, vous aussi, c'est un bouleversement identitaire. Il y a quand même la patrescence qui existe. Et puis prendre soin de la maman. Donc, pour qu'il y ait un bon équilibre dans le couple et dans la famille, en fait, qui est en train de se constituer, vous êtes extrêmement important. Oui, merci. Donc vous aussi prenez soin de vous parce que ça met la pression. Ouais, non, non, mais c'est vrai que souvent on les oublie un peu trop. Si on veut te retrouver, alors je mettrai ton site, etc. dans la barre de description, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu peux proposer? Comment tu accompagnes? Comment on peut être accompagné par toi? Si on n'est pas nantais, comment on fait? Alors, en effet, vous pourrez retrouver sur grossesse et parentalité sur Instagram. Bon, j'essaye de poster quelques petits conseils, quelques petites remises en question de ce qu'on entend tous les jours comme belle injonction. Donc, vous retrouverez par exemple les perles de Tata Janine qui vous conseillera de pas prendre dans les bras, de pas en faire un bébé dépendant, un peu comme ma thérapeute. Bref, voilà, vous pourrez voir ça. Et puis en termes d'accompagnement, moi, en effet, je suis à Nantes, donc ça, c'est pour mon cabinet. Et puis moi, ce que j'ai à cœur, là, c'est vraiment de constituer une communauté bienveillante de femmes qui va pouvoir s'aider pendant toute la période de la préconception, la grossesse, au postpartum. Donc l'idée, c'est de créer cette communauté avec, bien sûr, du coup, quelques séances psy et puis quelques séances pour les débriefer de l'accouchement notamment. C'est vrai qu'on en a pas parlé là, mais c'est quand même important de prendre ce temps de revenir sur cet accouchement, sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé. Ça va aussi aider à pouvoir se mettre pleinement dans son postpartum et pas rester coincé sur éventuellement des souvenirs traumatiques. Donc Je sens la spécialité de l'ICV qui... oui, c'est ça. Donc ça aussi, c'est un de mes autres dada du moment. C'est vraiment, j'aimerais que dans un monde idéal, ce soit normal de faire un débrief post-accouchement, en fait. Pour moi, enfin, j'ai ressenti personnellement, et je pense que je suis pas la seule, un vrai besoin autour de ça et un vrai besoin d'une communauté bienveillante. J'insiste là-dessus, où on n'est pas dans des injonctions, donc où il y a de la régulation et où les personnes voilà, s'entraident et sont toujours dans le respect de ce qu'on s'était dit là, de la confiance en l'autre, de l'intuition, des besoins de chacun, du fait que chacune va être différente. Bref, donc voilà, pour moi, ça constitue vraiment les besoins essentiels de toute femme. Voilà, le fait d'être entourée, le fait d'être qu'on prenne un peu soin d'elle. Je trouve que c'est vraiment un truc fondamental qui manque énormément, où j'ai pu l'observer dans du vécu chez des amis, etc. Où pour beaucoup de femmes aujourd'hui, quand tu te retrouves confrontée
à ces questions de près ou de loin, hein. Je veux dire, ça peut être effectivement une grossesse ou une potentielle grossesse ou un potentiel avortement. Enfin voilà, vraiment sur la question de la grossesse au sens très très large, où il n'y a pas la même sororité qu'avant, avec là aussi les bons côtés que ça, mais aussi avec le fait que je trouve la parentalité c'est vraiment individualisé et puis couple visualisé, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et où notamment, bah, tu peux te retrouver aussi avec un conjoint, homme ou femme, peu importe, hein, mais qui n'a peut-être pas vécu ces questions-là. Bon, et alors, bah, si c'est un homme, bah, alors par définition, il les a pas vécues. Mm, Et où ça peut générer de la frustration, quoi. Je l'entends par exemple énormément chez des femmes lors du premier trimestre, tu vois, quand cette injonction de tiens, je suis toute contente, enfin si elles sont contentes, mais je suis toute contente et en même temps, bah, j'ai peur que ça tienne pas, et en même temps j'ai envie de partager ma joie, et en même temps on me dit qu'il faut pas le dire parce qu'en fait c'est peut-être pas super fiable, donc en fait je n'ai que mon conjoint avec qui en parler, mais mon conjoint lui il se passe rien déjà pour moi, je sens encore pas beaucoup de choses, je commence à avoir des symptômes, mais alors lui il se passe rien du tout, donc lui il rame à c'est clair. il est pas dans le même rythme et donc du coup les Tout à femmes sont fait. frustrées. Enfin bon, je sais Tout pas si à t'as le fait. temps de commenter ça parce que je sais que tu dois aller chercher ta fille justement. Pas de souci. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est la grossesse, c'est tout ça. C'est tout ce que tu as dit. C'est l'avortement, c'est le désir d'enfant, c'est la PMA. Et ça, c'est aussi des périodes qui sont assez difficiles quand même à vivre. Donc, il y a besoin d'être accompagné. Et le premier trimestre de la grossesse, c'est en effet quelque chose parce que tu l'as dit, il y a les histoires des petits mots. Et alors là, ouais, vous me voyez pas, mais je mets des gros guillemets parce que ces petits mots, c'est pas des petits mots en fait, hein, c'est quand même une gastro qui dure 3 mois, donc c'est horrible. Alors là encore, je dis ça, mais en même temps, ça peut très bien se passer. Il y a des Oui, personnes il pour y en qui a il y qui a ont rien. rien. C'est très bien, hein, profitez-en. Il y a une grande fatigue, etc. Et derrière, il y a en plus l'injonction de, faut surtout pas le dire. Il faut, ouais, voilà, faut que tu gardes ça pour toi, parce que si jamais il y a une fausse couche. Alors, je sais plus quel est le terme, mais maintenant on dit plus fausse couche, on dit grossesse interrompue, quelque chose comme ça, et ça me semble Ouais, bien interruption de plus grossesse. Oui. juste. Mm. C'est quand même beaucoup plus respectueux de ce que vit la femme à ce moment-là. Et on parlait de débrief post-accouchement, mais de débrief de grossesse interrompue. Bah pareil, là, il y a ma fibre ICV qui ressort et ma fibre trauma. Et pour moi, c'est essentiel, essentiel, essentiel de prendre le temps de se faire aider dans ces moments-là. Parce que c'est normal que ce soit pas si simple à vivre. Ouais, non mais clairement, je pense que de toute façon c'est le même corollaire de faire porter la culpabilité aux femmes en te disant t'es enceinte, t'es contente, très bien, mais n'en parle pas parce que s'il y a une fausse couche, sous-entendu, qui sera peut-être un petit peu pour quelque chose. C'est Donc, ça. donc tais-toi. Et la même chose sur les grossesses interrompues de manière volontaire ou involontaire, en fait, où bah, effectivement il y a souvent beaucoup de tabous Mm. et où j'entends très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler parce que peur de se prendre évidemment des injonctions, des remarques, du jugement, etc. D'où le fait qu'effectivement en créant une communauté, il y a l'importance bien entendu que ça soit bienveillant, ouais. Exactement, exactement, exactement. Qu'il y ait une régulation autour Mm. de ça, moi ça me paraît essentiel en fait, parce que j'ai pas envie que d'autres femmes vivent, par exemple, cette histoire de tu touches ton bébé, tu le rends dépendant, ou t'avortes, tu tues un bébé, bref, ce genre de phrases, mais qui enfin, ne devraient pas être prononcées, en fait. Mm. C'est Ah bah juste si. impossible. Si vous voulez rire, un peu jaune, mais mais rire, vous pouvez suivre du coup Charlotte Lardery, la sage-femme que j'ai interviewée il y a quelques mois, sur son compte Instagram parce que de temps en temps, quand elle a un peu de temps, elle partage des fois des anecdotes de réflexion, de praticiens, de praticiennes, etc. Alors tu ris jaune, hein, très très jaune, hein, Voilà. jaune poussin. Mais bon, des fois voilà, je me dis bon, ben, on va essayer d'en rire 2 minutes parce que c'est Mm. tristement désespérant quand même. Professionnel de santé. Moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est de me dire, mais, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie pour dire des trucs pareils, en fait. Pas possible. Et puis de justement de donner la parole s'il y en a parmi vous qui nous écoutent et qui sont peut-être aussi des podcasteurs, des blogueurs, des Instagrammeurs, que sais-je, et que c'est un sujet qui vous tient à cœur, ben c'est l'occasion de mettre en lumière justement des praticiens et des praticiennes bienveillants pour que ces couples ou ces mamans bah, connaissent en fait ces praticiens et qu'elles sachent vers qui se tourner à ce moment-là, quoi. Tellement important. Eh oui.
Chloé, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on conclue cet épisode, avant que ta petite fille ne meure de faim? J'espère qu'elle aura mangé chez la nounou. Non, écoute, merci beaucoup pour toutes tes questions que j'ai trouvées hyper pertinentes et j'ai adoré parler de ce sujet avec toi. Et puis, ben, j'espère que on aura l'occasion avec d'autres personnes d'en reparler parce que vraiment, bon, voilà, faut pas me lancer sur ce sujet. Je suis passionnée. Bah écoute, on t'a eu en 2022 sur la question traumatique, en 2023 sur la maternité, donc en 2024, on trouvera bien. La grand-parentalité. Ouais, peut-être. Ouais. Écoute, merci beaucoup Chloé d'être venue nous parler de tout ça pour ton partage d'expérience. Tous les liens pour retrouver Chloé sont dans la description si vous avez besoin d'aller voir ce qu'elle fait, de la consulter, etc. Et merci à toi pour tous ces partages et puis à très bientôt Chloé. Merci beaucoup, au revoir.